au jour 7 de notre cours Diversité et Inclusion 101. Aujourd'hui, nous parlerons plus spécifiquement de nos corps. Nous vivons dans une société conçue et valorisant les corps minces. On le voit dans la taille d'une porte d'avion, la résistance d'une chaise, la facilité de se glisser sur une banquette de restaurant, l'accès à des vêtements confortables et avant-gardistes. Les personnes corpulentes sont confrontées à une oppression systémique constante qui rend difficile, voire impossible, de trouver des vêtements et des espaces qui leur correspondent, des soins de santé efficaces et non discriminatoires, un accès égal à l'emploi. Selon l'OMS, l'obésité mondiale a presque triplé depuis 1975. Environ 2 milliards d'adultes sont en surpoids, 39% des adultes et 13% des adultes ou 650 millions de personnes sont obèses. Les enfants et adolescents en surpoids et obèses ont considérablement augmenté, passant de seulement 4% en 1975 à un peu plus de 18% en 2016. En France, l'obésité concerne 17% de la population. La principale caractéristique de la grossophobie, c'est qu'elle vise un nombre très élevé d'individus, près de la moitié de la population française. L'obésité et le surpoids sont causés par notre style d'alimentation, des aliments riches en graisse et en sucre, et par la nature de plus en plus sédentaire de nombreuses formes de travail, l'évolution des modes de transport et l'urbanisation croissante. Ces changements systémiques vers l'agriculture intensive et la transformation des aliments ont des effets dramatiques sur la santé. Ce qui a conduit à une industrie du régime de plusieurs milliards de dollars, qui s'attaque en particulier aux femmes pour trouver des insécurités dans leur apparence, les choses qu'elles mangent ou leur décision de rester active ou non. Le culte du régime est une conséquence de la grossophobie. Historiquement, les femmes blanches étaient censées discipliner leur corps pour être aussi minces que possible par rapport aux grosses femmes noires qu'elles pensaient être des sauvages. Et les personnes en surpoids, même légers, sont souvent humiliées sur les sites de médias sociaux comme la chanteuse Bizot. La croyance que la grosseur équivaut à la paresse ou au manque de maîtrise de soi reste omniprésente aujourd'hui. Les personnes obèses sont stéréotypées comme étant paresseuses, incompétentes, peu attrayantes, manquant de volonté et responsables de leur excès de surpoids. Les personnes en surpoids sont moins susceptibles d'être embauchées, sont moins bien rémunérées, ont moins d'opportunités et sont souvent carrément victimes d'intimidation sur le lieu de travail. Et comme le révèlent ces histoires et études, les femmes sont les plus touchées par la discrimination. En France, les hommes obèses sont 3 fois plus discriminés à l'embauche que les hommes à l'indice de masse corporelle IMC normal, alors que les femmes obèses sont 8 fois plus discriminées que les femmes à l'IMC normal. Il peut arriver qu'un gynécologue vous dise que ça ne sert à rien de vous visiter parce qu'il y a trop de gras autour, qu'on ne vous prescrive pas une contraception parce qu'on estime qu'il n'y a pas de rapport sexuel quand on est gros. Les injonctions sont nombreuses. Il faudrait peut-être se remettre au sport, hein? Tu devrais apporter du noir. Tu as pensé à te faire poser un anneau? Tu veux l'adresse de ma diététicienne? Tu devrais éviter de porter des vêtements moulants. Le body shaming est défini comme des déclarations et des attitudes négatives inappropriées à l'égard du poids ou de la taille d'une autre personne. Il y a des attitudes négatives dans les médias et ailleurs à propos de célébrités qui sont trop grosses ou qui ne sont pas débarrassées du poids de bébé dans un laps de temps approprié. Les gens peuvent ne pas se rendre compte qu'ils bénéficient de privilèges de mince alors qu'ils sont confortablement assis dans un train ou un avion. Au-delà de la taille du corps, la beauté est également un autre privilège surprenant. On nous apprend à un très jeune âge que les personnes belles sont gentilles et les personnes laides sont méchantes. Les acariâtres demi-sœurs de Cendrillon ont été faites pour être laides et indésirables. La beauté est principalement définie comme la symétrie du visage et du corps, une anatomie proportionnelle, la taille, en particulier chez les hommes, des dents alignées et blanches, de beaux cheveux, une peau claire et lisse, physique tonique et de grands yeux. La beauté n'est pas simplement un privilège, c'est à certains égards le privilège ultime. Il transcende les autres hiérarchies sociales. Premièrement, les personnes belles ont plus de succès au niveau romantique.
Mais les avantages de la beauté vont bien au-delà de la recherche d'un partenaire. Les personnes attrayantes sont les plus susceptibles d'être considérées comme compétentes et d'être embauchées. Elles sont perçues comme plus intelligentes, plus dignes de confiance, plus gentilles. Elles sont traitées plus gentiment et ont une plus grande estime de soi. Si vous vous présentez aux élections, vous vous en tirerez peut-être mieux si vous êtes beau. Les enfants qui sont perçus comme plus jolis sont traités avec plus de respect et d'admiration par les adultes et même les autres enfants. Toute cette pression sur une apparence mince et attirante conduit à des interventions esthétiques de plus en plus nombreuses, dans 85% des cas pour les femmes. Les plus importantes étant l'augmentation des seins suivie de la liposuction et de la chirurgie des paupières. Les procédures non chirurgicales les plus populaires comprenant le botox, l'acide hyaluronique, l'épilation et le photorajeunissement. Les 3 premiers pays sont les États-Unis, le Brésil, 10%, et le Mexique, 4,5%. La pression est également sur ce que les femmes portent. Récemment, le ministre français de l'Éducation a conseillé aux adolescents de s'habiller de manière républicaine, après que certaines adolescentes aient été expulsées de l'école pour avoir porté un débardeur. Des récentes décisions sur le burkini dans le sud de la France, aux questions sur les vêtements portés par les victimes de viol, la société est toujours obsédée par la façon dont les femmes se couvrent. Enfin, l'une des dernières discriminations sur notre corps est liée à l'âge. Les employeurs ont souvent des attitudes négatives envers les travailleurs âgés, en particulier les femmes âgées. Le consumérisme nous pousse tous à combattre le vieillissement comme s'il s'agissait d'une bataille que nous pourrions gagner, même si nous savons dans nos cœurs que c'est un mensonge. Les slogans soulignent la nécessité d'être vigoureux et plein de vitalité le plus longtemps possible, mais n'offrent aucun scénario alternatif pour les personnes atteintes de maladies dégénératives, de perte de connaissance ou de solitude. La honte et la peur créent des marchés pour les entreprises cosmétiques et pharmaceutiques. Seuls 12% des personnages de films hollywoodiens ont 60 ans et plus, et beaucoup sont dépeints comme handicapés. Discriminer en fonction de l'âge, c'est croire que les rides sont laides et qu'il est triste d'être vieux. C'est un préjugé contre notre futur soi. C'est appeler les femmes adultes mademoiselles comme si c'était flatteur. C'est mentir sur votre âge à votre anniversaire ou considérer que demander l'âge d'une femme est un manque de respect. C'est croire que le vieillissement valorise les hommes et dévalorise les femmes. C'est supposer que nous sommes trop vieux pour faire des choses ou sortir avec quelqu'un. C'est cacher ses cheveux blancs ou se teindre les cheveux. D'ici 2050, près de 2 milliards de personnes, une personne sur 5 aura 60 ans et plus. Tous les préjugés que nous avons sur les différents collectifs sont extrêmement présents dans le système de santé. La médecine reflète les contours du pouvoir dans la société en général et les valeurs patriarcales sont très présentes dans la prestation de soins de santé en tant que tendance structurelle. Les femmes sont encore souvent perçues comme des êtres dédiés à la reproduction, ce qui conduit à une reproduction souvent surmédicalisée. S'il y a eu des progrès significatifs dans les technologies de reproduction artificielle, les questions de santé non liées à la reproduction qui sont importantes pour le bien-être ou le plaisir des femmes, comme la ménopause et l'orgasme féminin, restent sous-étudiées. Les femmes ont longtemps été exclues de recherche médicale, ce qui a conduit à des lacunes dans les spécificités de la maladie chez les femmes. Les problèmes de santé qui affectent les deux sexes peuvent se manifester de manière particulière chez les patientes, par exemple anémie, ostéoporose, maladie cardiovasculaire, rendant les traitements standards sous-optimaux ou dangereux. De même, les produits pharmaceutiques dont l'innocuité et l'inefficacité et l'efficacité sont déduites d'études sur des patients de sexe masculin sont parfois dangereux et ou inefficaces pour les patientes. Les inégalités entre les sexes dans les soins de santé sont également largement signalées lors des consultations, car les médecins émettent des hypothèses sur la santé des femmes en se basant sur des stéréotypes de genre concernant les seuils de douleur et la crédibilité des patientes, tout en s'inspirant de recherches et de directives axées sur les hommes. Les femmes sont moins crues quand elles disent avoir mal, ou leur douleur est attribuée à tort à des problèmes de santé mentale. Les patients de couleur sont moins susceptibles de recevoir des traitements pour l'infarctus du myocarde que les patients blancs. Les femmes noires étant le pire de tous avec le taux de mortalité résultant le plus élevé. La violence obstétricale et gynécologique est une forme de violence longtemps cachée et encore trop souvent ignorée. Dans l'intimité d'une consultation médicale ou d'un accouchement, les femmes sont victimes de pratiques violentes ou perçues comme telles. Certains gynécologues peuvent porter des jugements, être condescendants ou même peu coopératifs, ayant des opinions spécifiques sur la contraception ou l'avortement.
Souvenez-vous que la médecine moderne est née d'un fort mouvement patriarcal qui a abouti à la chasse aux sorcières. Le système médical est misogyne depuis sa création. Des siècles d'exclusion signifient que les maladies des femmes sont souvent ignorées, mal diagnostiquées ou restent un mystère total, comme les 10% de femmes en âge de procréer touchées par l'endométriose dans le monde et qui mettent en moyenne 7 ans et demi pour être diagnostiquées. Partout, un nombre alarmant de femmes et de filles handicapées ont été et continuent d'être stérilisées de force. Cette violence envers les collectifs non dominants est également présente dans le domaine de la santé mentale. Les féministes considèrent que le niveau plus élevé de maladies mentales observé chez les femmes est une conséquence de l'oppression à laquelle elles sont confrontées. Une oppression qui les conduit à la folie et aux troubles mentaux. Dans son livre « Women and Madness », Phyllis Chesler soutient que les femmes, et en particulier les femmes de couleur, sont négativement touchées par la psychiatrie et la psychologie en raison de la domination des hommes dans ces domaines et de la méconnaissance de l'oppression systémique que vivent les patientes. La dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires sont souvent diagnostiquées comme des problèmes individuels qui nécessitent un traitement pharmaceutique sans reconnaître la violence systémique entourant la personne. Selon la Mayo Clinic, la dépression est diagnostiquée 2 fois plus chez les femmes que chez les hommes. Mais la dépression est en fait un symptôme d'impuissance. Lorsque vous vous sentez impuissant, lorsque vous êtes opprimé dans un système de domination, vous développez des mécanismes d'adaptation. Et la maladie mentale ou la dépression peuvent en faire partie. Dans la plupart des pays, avoir de l'argent est un passeport pour une meilleure santé et une vie plus longue, alors qu'être pauvre signifie trop souvent plus de maladies et une mort plus précoce. Les habitants des communautés pauvres peuvent s'attendre à mourir 10 ou 20 ans plus tôt que les habitants des zones riches. Dans les pays en développement, un enfant d'une famille pauvre est 2 fois plus susceptible de mourir avant l'âge de 5 ans qu'un enfant d'une famille riche. Tous les jours, 10 000 personnes meurent parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé abordables. Comme exercice de réflexion, analysez votre situation personnelle. Vous considérez-vous attirant ? Avez-vous déjà été confronté à la grossophobie ou à la discrimination en fonction de votre âge ? Avez-vous vécu du sexisme ou du racisme dans votre traitement médical ? L'avez-vous signalé ? Avez-vous déjà reporté un traitement médical par manque d'argent ? Bon courage.